si j'avais pas réussi à devenir galeriste, je me serais soit suicidé, je suis extrême, ou soit je serais devenu un voleur, quelqu'un de mauvais, parce que je voulais absolument devenir galeriste. Et je voulais devenir le meilleur galeriste possible. C'est-à-dire que je voulais pas devenir un galeriste petit niveau. J'avais des ambitions extrêmes. C'est-à-dire que je savais exactement ce que je voulais faire. Je fantasmais de détrôner Yvon Lambert. Bonjour à tous, vous écoutez Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Je suis Alexandre Mars et ensemble, nous allons à la rencontre de personnalités qui ont réussi, contre toute attente, à grimper les échelons, à s'imposer comme légitimes, voire même incontournables dans un monde où les places sont rares et les trajectoires souvent prédéfinies. Bienvenue, c'est Contre toute attente. C'est une grappe d'enfants qui descend d'un escalier en béton armé, noirci par le charbon et la fumée. Une grappe joyeuse de Gavroche mal peignée, immortalisée par l'œil de Robert Doisneau ou de Willy Ronis dans les années 70. Des gamins de Belleville, aux vies de familles turbulentes, mais au sourire jusqu'aux oreilles. Mon invité était-il parmi eux ? Les dates concordent plus ou moins, alors on pourrait imaginer que oui. Depuis, mon invité a descendu les escaliers de Belleville jusqu'à Notre-Dame, jusqu'à la Seine qu'il a enjambée pour s'asseoir sur les bancs de la Sorbonne, pour vendre des lithographies, pour installer sa première galerie rue Mazarine, puis rue Saint-André-des-Arts. Très vite, c'est la FIAC, c'est Art Basel, c'est une autre galerie à Londres, 2 autres à Paris. C'est une explosion, c'est Larry Clark, Jeanne Sodek, Daniel Buren, Anish Kapoor, Claude Lévesque. Ce sont des découvertes et des confirmations. Mon invité est devenu quelqu'un qui compte. Un nom synonyme de succès, bien sûr, mais d'un peu plus que ça. D'une certaine audace, d'un goût sûr, d'une éthique et d'un regard infaillible. Bonjour Kamel Méno. Bonjour. Kamel, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que le décor de ton enfance, de Belleville des années 60-70, est aussi le décor d'un livre qui a marqué le XXe siècle. C'est La vie devant soi, de Romain Gary. Momo, le gamin d'origine algérienne, héros de l'histoire, tu aurais pu le connaître, non ? Oui, certainement. Tu évoquais aussi Doisneau, et quelque part, j'ai peut-être fait partie de ces petits gamins qui déambulaient dans les rues et qui jouaient au foot. En fait, le brassage, j'étais ces petits-enfants. Tu es ici une famille de 3 enfants, une maman femme de ménage, un papa peintre en bâtiment. Tes parents quittent l'Algérie quand tu as 15 mois. 15 mois, oui. 15 mois. Arrivé en France, il s'installe donc à Belleville, un quartier un peu à part avec, on le sait, sa propre mythologie. C'est un quartier populaire où se côtoient les communautés très diverses, qui tend même maintenant un peu à gentrifier, comme on dit. Le Belleville de ton enfance, ça ressemblait à quoi ? À la limite, je parle un petit peu comme les vieux, mais effectivement, c'était pas le même. C'était une sorte de multitude d'ethnies. On était tous ensemble et on était tous très, très, très modestes. C'était un Belleville assez pauvre, mais très heureux. Bon, c'est les 2 aspects qui me reviennent quand je me retourne avec beaucoup de tendresse et de nostalgie en me disant qu'on était assez pauvres, mais on était très heureux. Aujourd'hui, y a une boboisation. Belleville, c'est autre chose, mais c'est l'histoire de la vie. J'ai pas du tout de ce regard un petit peu en me disant avant c'était mieux. Mais est-ce que tu te reverrais habiter là-bas ? Ouais, mais ça voudrait dire que d'abord, je pense que je suis trop vieux. Si j'avais eu 25-30 ans, je me serais certainement installé là, parce que les appartements sont encore assez abordables, du moins pour vivre. Mais là, je suis trop vieux. Maintenant, je suis devenu un bourgeois. Tu penses que tes enfants iront là-bas ? Peut-être, elle est là, elle est derrière nous, Jade, peut-être qu'elle habitera à Belleville. D'ailleurs, on va parfois manger des couscous à Ménilmontant, pas loin, et elle connaît très bien. D'ailleurs, c'est souvent elle qui me demande d'aller manger un couscous dans un des derniers rades qui reçoit, qui accueille des juifs, des arabes, des branchés, des filles, des PD. Magnifique. Je conseille ce truc, il y en a 2. Il y a les 4 frères, qui est du côté de Couronne, que vous connaissez certainement, et il y a le Thaïs, magnifique. Quand tu repenses à ton parcours et d'où tu viens, est-ce que tu estimes que tu t'es plus battu que les autres ? C'est quoi ton booster ? Est-ce que tu en as un ? Est-ce que c'est une faille spécifique qui a fait que tu t'es un peu plus battu que les autres ? C'est peut pas que de la chance. Ah si, c'est de la chance. Moi, je pense que ma chance, ça a été assez rapidement, à 23-24 ans, en sortant de la fac, du moins en décidant de sortir de la fac, parce que je n'ai pas fait 3e cycle, je me suis arrêté en maîtrise. J'ai eu cette chance, et cette chance, je la définis par le fait de savoir ce que je voulais faire. Donc ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. Je savais quel était mon objectif, même si je savais aussi que ça allait être très difficile parce que j'avais pas de mentor, ou j'avais pas de guide, ou de quelqu'un qui pouvait me tenir par la main. Donc c'est-à-dire que tu dis là qu'à 23-24 ans, tu savais que ça allait être l'art. Ah, j'étais persuadé. Et dans l'hypothèse où j'aurais pu rater,
Hein, raté, c'est-à-dire, c'est pas cette idée de la réussite matérielle, c'est de devenir galeriste. Parce que j'étais obsédé par cette idée. Et si j'avais pas réussi à devenir galeriste, je me serais soit suicidé, je suis extrême, mais ou soit je serais devenu un voleur, quelqu'un de mauvais, parce que je voulais absolument devenir galeriste. Et je voulais devenir le meilleur galeriste possible. C'est-à-dire que je voulais pas devenir un galeriste petit niveau. J'avais des ambitions extrêmes. C'est-à-dire que je savais exactement ce que je voulais faire. Je fantasmais de détrôner Yvon Lambert. C'était mon idée fixe. Et c'est pour ça que je te parle de chance. Parce que quand tu as une sorte de choses qui te tombent en face de toi, et c'était sûr pour moi, c'était évident. Alors revenons ce jour-là. Tu grandis pas à Belleville avec des parents qui sont de milieu modeste, en te disant, en ayant ton prénom et ton nom de famille, comme aussi assez clair. Et tu reviens pas tout d'un coup, bah tiens, oui, pourquoi pas, je deviens galeriste. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclencheur, il y a tout le temps dans la vie des rencontres, des sortes de fulgurances. Je pense me souvenir de ce moment où j'ai acheté un petit catalogue qui coûtait 50 francs, tu as cité le nom de Yann Saodek, aux éditions Taschen, chez un soldeur. J'avais acheté ça valait 50 francs, je l'ai acheté 10 francs. Et je me revois tourner les pages de ce petit catalogue de photographies qui représentait des femmes très grosses, très maquillées, dans une cave un petit peu suintant comme ça. Et je m'étais dit, mais c'est fou ce truc-là. Et il y avait une sorte de répétition comme ça de femmes. Comme ça. Et je me suis dit, mais c'est fou. Et il se trouve qu'à la fin, puisqu'en fait, en parallèle à mes études, j'ai eu un petit job qui consistait à vendre des litos en porte-à-porte. Mais c'était un petit job alimentaire jusqu'à ce moment-là. Je me disais pas que... Mais en m'intéressant un peu plus à l'image et en achetant ce petit catalogue, je me suis dit, merde. Mais t'as vu une opportunité business à ce moment-là? C'était alimentaire. C'était comme quand on va au McDo où j'aurais pu, je sais pas moi, faire des ménages. J'aurais pu, il y a plein d'étudiants ou être serveur. Peut-être que j'aurais pu devenir Jean-Louis Coste, peut-être. Qui sait? Tu vois, on ne sait pas. Dans la vie, je pense qu'il y a de la chance et il y a des moments. Donc c'est quand tu achètes ce petit catalogue de Yann Saodek, plus le fait que tu étais toi-même en train pour gagner un peu d'argent, je vendais des litos, quoi. Des litos, voilà. Donc à des gens qui étaient à mon niveau, donc qui n'avaient aucune connaissance. Donc finalement, c'était pas un jeu. En fait, tu disais, tu connaissais pas beaucoup, mais pas beaucoup mieux que je racontais, je récitais une leçon, tu vois. Ouais. Mais c'était pas intéressant et les gens savaient que c'était pas intéressant. C'était surtout pas cher et c'était un petit peu comme quand tu avais des images dans les boîtes de chocolat. Donc quelque part, c'était de ce niveau-là. Mais moi, je me voyais déjà autrement en projetant, en me disant tout ce que pouvait être ce milieu qui n'était pas le mien, mais qui me paraissait tellement proche de moi. Et je me disais, j'étais déjà avec ma femme, donc la mère de ma fille, et elle était beaucoup plus dans un milieu culturel. Et je lui dirais, tu vas voir, tu seras fier de moi. Je savais que ça allait être long, mais j'étais à des années-lumière, mais j'étais persuadé, j'étais obsédé, j'étais obstiné, et c'est pour ça que je te parlais de suicide ou de devenir un voleur, parce que j'aurais pas pu faire un autre boulot. J'étais sûr d'être galeriste. Je crois que je suis né galeriste. Et si j'étais artiste, j'irais chez Kamel Menour. Parce que je sais répondre à la demande de l'artiste. Quand tu vendais les lithographies, tu les vendais à quelle population? Les classes moyennes, plutôt des gens aisés? Qu'est-ce que c'était? C'était souvent en fait dans les comités d'entreprise ou éventuellement dans des centres commerciaux. Donc c'est souvent les gens qui étaient avec des caddies, qui allaient acheter 150 francs de commission et j'essayais de leur vendre 500 francs d'œuvres. Donc c'était énorme pour eux, mais c'était des gens qui avaient aucune culture, mais comme ce que j'étais. Mais par contre, de 23 ans à 33 ans, j'ai fait ce truc-là. C'est-à-dire que c'était long et lent. Mais je savais que c'était un chemin nécessaire et obligatoire. Mais en parallèle à ces petites ventes, finalement, où là, effectivement, on doit être un petit peu audacieux et vendeur. Mais quand tu deviens galeriste, c'est plus une histoire de vendre. C'est pas vendre, c'est l'œuvre qui se vend. Donc, si tu présentes des œuvres qui sont nulles, les gens vont dire c'est un commerçant. Et moi, aujourd'hui, les gens regardent mon programme par rapport à une vision, par rapport à un paysage. C'est pas de la vente, c'est un esprit, c'est un ADN. On va chez X ou Y, on va chez Kamel Menour. C'est pas la même chose que quand on va chez Tadeusz Ropac ou chez Yvon Lambert. C'est des esprits, c'est des familles, des communautés. Donc ça a duré 20 ans à construire. C'est des puzzles. Je savais que ça allait être long, je savais pas que ça allait être aussi long. Et si c'était à refaire, moi les mecs, quand ils démarrent, je leur dis, mais les mecs,
Vous allez voir, hein, il faut de l'obstination, il faut de la persévérance, il faut un sursoi, parce qu'on rate tout le temps. Tout le temps, t'essaies, t'as envie, t'as du désir, t'as 10 ans de soute, d'ingratitude, de galère, de vraiment. galère. Ouais. C'est vrai que tu en parles assez peu souvent de ces 10 ans, et je pense que c'est important qu'on en parle aux auditeurs, parce que toujours on voit quand c'est beau, quand ça brille. Mais moi, je pourrais te facile. dire que je suis peut-être celui qui connaît assez bien les Cora, les Euromarchés, les Auchan, à Forbach, à Nice, à Angoulême, à Nantes. Moi, je te rappelle de bled, de banlieue, dans les grandes villes comme ça, où tu avais... je parle de Cora, je me rappelle bien de ces gens-là. C'est des gens que j'aimais, mais des gens qui étaient... finalement, qui allaient pour acheter un paquet d'homo, de paquets de pâtes. Donc, c'était des gens, des vrais gens. Oui. Tu vois. Et donc, je m'adressais à eux en leur disant « Ah, vous avez vu ce tableau ?» Et donc, je leur vendais un tableau 600 francs que je leur faisais payer en 4 mensualités de 150 francs. Donc, au début, c'est ça. Tu le fais pendant 10 ans, c'est long, hein. C'est quand tu as une maîtrise. Moi, mes copains, ils rentraient chez Arthur Andersen, ou certains dans les banques, ou certains partaient déjà à l'étranger. Moi, je galérais à Elkirch. Donc, je me rappelle même des villages où on allait, où on louait comme ça. Donc ça, c'était... Tu savais que tu devais passer, c'était ton chemin de croix. C'était horrible. Ouais. Tu sais que c'est nécessaire. C'est ce que j'appelle à mes jeunes collaborateurs et stagiaires, manger les pierres. T'es obligé au début. Parce que quelque part, soit tu rentres chez Yvon Lambert, et moi, Yvon Lambert, j'aurais serpillé sa galerie. J'aurais payé pour lui offrir le café, parce que j'aurais compris. Mais tu rentres pas chez Yvon Lambert. Parce qu'Yvon Lambert, il était tellement haut que tu rentres pas. Même à l'époque, il n'y avait pas ces histoires de stage. Maintenant, tous les jeunes, ils font des stages. Ouais. À l'époque, c'était pas le cas. Il n'y avait pas de stage avant, tu te rappelles. Donc, il fallait que je fasse ce truc-là pour, me faire un peu de sous, et 2, rester dans ce milieu qui m'obsédait. Donc, moi, quand je revenais à Paris, après avoir fait Angoulême, je pourrais même te citer toutes ces villes. T'allais là-bas quelques jours, 15 jours. Et t'avais la valise les Formule avec... 1, les Formule 1, je les connais tous. Hein. 28 francs à 3. Je connais ça. Mais à la limite, c'est même pas quelque chose que... j'en parle pas trop parce que quelque part, ça existe, mais il n'y a pas de poésie là-dedans. Hein. Il y a une poésie de quelque chose, d'une sorte de banalité de la vie. Une sorte de survie. C'est pas de la vie, c'est de la survie pour ces gens. Tu vois, qui galèrent. Mais ceux qu'on a vus faire les carrefours, les ronds-points. Donc moi, je les ai rencontrés pendant 10 ans. Et bon, comme je suis quelqu'un qui a de l'empathie, c'était facile pour moi. Mais au bout d'un moment, quand je revenais à Paris, j'allais faire les expositions. J'allais me confronter à de l'art que je ne comprenais pas, où je m'achetais des livres et des livres et des livres, et je faisais des expositions, et, tu vois. Et au bout d'un moment, après 10 ans, j'ai un autre souvenir, après l'histoire du catalogue de Jan Saudek. On est en 1998, en octobre. À l'époque, la FIAC était où se trouve maintenant le musée des Arts Premiers. Donc c'était un chapiteau où, voilà. Parce qu'en fait, le Grand Palais était en réfection. Et il y avait donc toutes les galeries qui exposaient là, qui étaient les meilleures galeries de l'époque. Et moi, je me rappelle, j'allais chaque année. Et en 98, chaque année, moi, je fantasmais en me disant, mais quand est-ce que ça va être mon tour ? Et j'étais avec Annika, la mère de Jade, et je me rappellerai toujours, moi, je scannais pratiquement toutes les galeries pour essayer de me rappeler des artistes qui elles présentaient, ces galeries, et aussi du nom de ces galeries. Et au bout d'un moment, tu ressors et tu as une paire de boules comme ça, mais qui pèsent 10 kilos. Parce que tu te dis, t'arrives plus. Parce que tu sais que tu sors de la FIAC, tu vas te taper... Tu retournes à Forbach. Voilà, à Forbach. Et donc, au bout d'un moment, tu vois, c'est... Voilà, bon. Et à ce moment-là, j'avais dit à Annika, ne parle pas. Annika était derrière moi. À l'époque, on habitait Porte de Vanves. Et je me rappelle, j'ai marché Quai Branly jusqu'à la Porte de Vanves, à marcher, et Annika était devant. Et moi, je marchais, je suis grand, avec des grandes enjambées, à pleurer tout seul, mais de rage. Et là, c'est de la rage. Parce que je me dis, s'il se passe pas un truc, je peux devenir un criminel. Parce que tu te dis que le train passe devant toi et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, que tu vas pouvoir rentrer dedans ? Finalement, 1 fois, 2 fois, moi, Annika, on était ensemble depuis déjà 7-8 ans et moi, j'avais dit à sa mère et son père, vous verrez. Donc, elle commençait à bosser à la mode en Limoges déjà. Tu vois, elle était architecte d'intérieur, bossait. Et moi, je partais comme ça. Et donc, au bout d'un moment, j'avais envie d'avoir une galerie et faire quelque chose. Et à ce moment, il y a quand même des choses qui viennent. Et je pense que en parlant à droite à gauche, une personne m'a dit qu'il y avait une galerie qui était fermée, celle de la rue Mazarine. Le jeune mec qui était là-bas, qui s'appelait Le Pauvre il est mort. Chaque fois, je pense à lui.
Il s'appelait François Mitaine. Il avait monté à l'époque cette exposition, du moins cette manifestation parallèle à la FIAC qui s'appelait Le Cirque, qui était un type un peu qui était chroniqueur à FG, un mec un peu branché comme ça. Et pendant 15 mois, il n'avait pas payé le loyer. Donc le propriétaire l'a viré, clause de révision de bail. On me l'a présenté. Jamais je pensais que j'allais rencontrer ce mec-là. Je savais même pas qui était ce mec-là. Et il m'avait demandé 70 000 francs de l'époque pour qu'il puisse me présenter le propriétaire. Je pensais que c'était une arnaque. J'avais dit à Nika le soir, il y a un mec qui m'a proposé 70 000 francs, qu'est-ce que tu fais? Une sorte de tantine, tu sais, à la chinoise. J'ai appelé ma mère et mon frère, 70 000 francs de l'époque, c'était quand même de l'argent, 70 000 francs. On les a réunis, je les avais dans ma poche, je me rappelle, 70 000 francs, billets de 500 francs, les Pascal. Tu vas chez le mec et tu dis, est-ce que tu lui donnes une escasse? Parce que c'est quoi qu'il va te dire? Donc, le mec m'a pris les sous et il m'a monté chez Monsieur Lafarge. Monsieur Lafarge, c'était le propriétaire auvergnat, raciste comme tout, qui se dit, c'est quoi ce truc-là? Et donc, je lui ai expliqué que j'avais un projet, que j'étais galeriste et que ça faisait 10 ans que j'attendais. Et je sais pas ce qu'il a pris, le mec. Il m'a fait signer mon 369. Monsieur Lafarge, qui est mort lui aussi, tu vois, comme quoi, croire que... Mais lui, il était vieux. C'est un libraire. Raciste. Et on est devenu... Raciste. Ouais, pas raciste, avec des clichés. Avec des clichés. C'est-à-dire, il se dit, Kamel Menon, c'est quoi ça? Rue Mazarine, ça peut marcher. Ça ne marchera jamais. Et t'es pas galeriste. D'ailleurs, les premières années, moi, la galerie, elle n'avait pas de nom, parce que tu vois, pas de programme, pas d'identité, dans un quartier quand même assez... avec de la cooptation, c'est-à-dire que c'est souvent un tel qui a été avec un tel, qui était des trucs, un fils de machin. Donc moi, Kamel Menon, le mec, il se disait, en face du parking, c'est pas possible, ça marche pas. Donc moi, pendant combien d'années? Tu vas te marrer. Pendant 6 mois, j'ai montré de la butte Montmartre. C'est-à-dire qu'on a montré de la butte Montmartre. Parce qu'on savait pas, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes, tu paies le loyer. C'était 17 000 francs de l'époque, le loyer. 2 000 euros. Je me rappelle bien. Et donc, je travaillais le dimanche. Mais c'est bien, c'est ce que j'appelle bouffer des pierres. C'est-à-dire qu'au début, voilà. Mais assez rapidement, on a eu la baraka. Je te dis, quelque part, par rapport aux mecs qui montent des galeries qui ferment, là, tu te dis, on a été accepté à la FIAC en 2001. 2001. Mais c'est un miracle. Moi, je suis arrivé à un moment où l'art en France, il était complètement... il était au ralenti. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. T'étais français, t'étais vraiment... t'étais méprisé. C'était même pas que t'étais même pas inconsidéré, t'étais méprisé, parce que finalement, c'était un art subventionné. C'était l'art des fracs, tu vois. Donc, quelque part, quand t'étais acteur et quand t'avais une galerie, t'étais parfois à la FIAC et t'étais jamais dans les foires internationales. Et nous ils nous ont pris parce qu'en fait, c'était complètement à un niveau complètement... tu vois, c'était rien. Moi, je veux pas rentrer dans le registre, me dire Kamel Menon, donc j'ai plus bossé que les autres ou c'était plus dur. Non, c'était aussi dur si je m'appelais Pascal Martin. Pourquoi, je vais vous dire, c'est que rentrer dans ce petit microcosme qu'est l'art, que tu t'appelles Kamel ou Jean-Paul, quand tu sais pas, tu sais pas. Donc, il faut que tu bosses. Pour revenir sur cette histoire très personnelle, qui était que globalement, tu disais, mais le train ne s'arrêtera jamais. Et que t'es à quai et il s'arrête jamais, et tu reviens le lendemain et tu vois que le train s'arrête jamais. C'est ce qui arrive pour beaucoup de gens qui se disent c'est pas pour moi. Ceux qui viennent voir, qui font partie de ces gens qui se disent cette société n'est pas la mienne, elle n'est pas faite pour moi, elle ne m'écoute pas, elle ne m'entend pas. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis que beaucoup de chance et beaucoup de travail. Je crois pas qu'il y a la chance. Tu peux pas dire que c'est juste la chance. C'est beaucoup de travail. Incroyable, parce que souvent c'est mon introduction. Tu dis c'est la chance. Regarde le travail. Jade, qui est présente, ma fille, donc elle a 14 ans, elle le sait. D'ailleurs, ma femme me reproche souvent en me disant t'as pas d'amis, tu fais que bosser. Parce que mon cerveau est constamment en alerte. Et bien entendu que tu dois t'informer, bien entendu que tu dois lire tous les livres, bien entendu que tu dois être au courant de toutes les expositions. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Alors moi, je veux pas rentrer dans le registre, me dire Kamel Menon, donc j'ai plus bossé que les autres ou c'était plus dur. Non, c'était aussi dur si je m'appelais Pascal Martin. Pourquoi, je vais vous dire, c'est que rentrer dans ce petit microcosme qu'est l'art, que tu t'appelles Kamel ou Jean-Paul, quand tu sais pas, tu sais pas. Donc, il faut que tu bosses. Il faut que tu puisses comprendre un petit peu le vocabulaire, l'assimiler et pouvoir ensuite t'exprimer et avoir la possibilité d'apprécier. Et après, tu l'as ou tu l'as pas, ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Parce qu'il y a l'apprentissage, dans cette formation que tu peux avoir par rapport... Et ensuite, tu l'as ou tu l'as pas. Et je pense que le bon Dieu me l'a donné, ça. Tu piges les trucs, tu comprends, tu vois ce que ça veut dire. On parlait de ta maman que tu appelles ton phare. Hein. Elle t'a toujours poussé à exceller. Donc ça m'amusait, m'interpellait quand tu expliques qu'elle était intransigeante avec l'orthographe et tes dictées, alors que même elle ne savait pas forcément lire le français. Ouais. Donc tu considères que justement ce succès, cette capacité à te surpasser,
c'est aussi un peu son succès. Est-ce que tu penses qu'elle fait partie aussi de la personne que tu es devenue Ah oui, c'est mon socle et c'est mon phare, effectivement. Et c'est cette sorte d'intransigeance qu'elle avait avec elle-même et avec nous pour essayer, tu sais, phonétiquement dicter, quand tu sais, c'est juste écrire je m'appelle, juste avec des écritures comme ça, et apprendre à lire mal, mais c'est pas grave, pour me faire des dictées. Quand c'était pas parfait, je pouvais pas aller jouer au foot. Et aujourd'hui, mes enfants, elles savent, elle est là, elle sait que je suis intransigeant sur l'orthographe, parce que je me dis, c'est pas possible. Parce que je me rappelle, moi j'étais dans une sorte de contexte où elle lisait des textes sans piger ce qu'elle lisait, mais elle reprenait ce qui était écrit manuscritement par rapport à ce qui était écrit, et elle voyait. Non mais attends, c'est extraordinaire. L'exercice de style, de dire comment, la force de dire que tu es obligé de mettre ce que ton fils, et je m'en rappelle, ma mère, quand elle allait au conseil de classe, ou je sais pas comment on appelait ça, moi j'étais le deuxième, et je lui disais tout le temps, je serais peut-être le premier. Et le mec, il était plus fort que moi, le mec. Et il me disait, mais c'est pas grave, déjà le deuxième, c'est déjà très bien, c'est bien. Tu vois, donc elle te donne la confiance. C'est-à-dire que même si elle se dit, et moi, tu sais, je me disais, peut-être que j'arriverais, mais le mec, il était plus fort. C'est-à-dire que moi, quand j'allais chez lui, j'ai appris la bibliothèque verte et rose, le club des 5, chez lui, Sylvain Tricnot. Je me rappelle de ce Sylvain Tricnot. Bonjour Sylvain. Sylvain. Tu l'as revu? Figure-toi que je l'ai retrouvé à la fac, mais on était tellement trop devenus des autres personnes. Tu sais, c'est comme quand t'as un copain, quand t'as 7 ans, 8 ans, 9 ans, et qu'après tu le revois. Et moi, à 20 ans, j'étais une sorte de mec un peu comme ça, tu vois. Et donc, l'autre était trop comme ça. Donc, je savais qu'il me savait que j'étais, et lui aussi, mais on était trop loin. Trop loin. Continue sur ta maman. Quand tu as décidé de te consacrer à l'art, ta maman, elle n'a pas vraiment approuvé. Hein. Donc, tu étais diplômé d'économie d'une grande faculté, la faculté de la Sorbonne. Tu le disais tout à l'heure, elle t'a quand même aidé à trouver les fonds. Oui. Pour toi, c'était du moment qu'elle a fait ça, c'était essayé, c'était approbation. Parce qu'elle savait qu'il y avait eu 10 ans avant. 10 ans de Formule 1 et de Forbach. Et elle se disait, quand je lui avais dit que je voulais faire ça, elle m'avait dit cette phrase extraordinaire, tellement belle. Elle me l'avait dit en arabe, elle m'avait dit, mon fils, il va vendre des cadres. C'est magnifique, cette phrase. Ça veut dire que c'était pour elle une sorte de formulation de l'échec. Elle savait pas qui était l'oreille coupée de Van Gogh, mais malgré tout, pour elle, vendre des cadres, c'est le truc le plus naze. C'est-à-dire qu'elle se disait, j'ai raté ma vie. Mon grand, je suis l'aîné, il va vendre des cadres. Ces cadres, c'est des trucs du marché aux puces pour elle. C'est pas les marchés aux puces de maintenant, les marchés aux puces de la porte de Montreuil. Donc le mec, il n'arrivera pas à fonder une famille, il pourra pas subvenir à ses besoins. J'avais raté. Mais pendant 10 ans, elle a vu que je lâchais pas. Et c'était dit quelque part. Et quand il y a eu ce moment où je pouvais avoir une petite galerie rue Mazarine, je lui ai dit, je sais pas qui c'est ce mec-là. Je lui ai dit, peut-être que c'est une arnaque, parce que franchement, un type qui te dit, vous me donnez 70 000 balles, parce que le deal qu'il avait, François Mitaine avec le Lafarge, c'est que pour qu'il arrête de le poursuivre sur les 15 mois d'arriéré de loyer, et que voilà, il avait fait jouer la clause de résolution de bail, c'est qu'il lui ramenait un mec comme ça, 70 000 balles, au revoir. Tu vois. Donc tu vois, c'est ça, quelque part, des moments, tu te dis, le mec, voilà. Et ce François Mitaine, finalement, c'était un type progressiste, homosexuel, fin, une vraie poésie dans le regard, et il était content que je vienne. Il m'avait dit, tu vas voir, rappelle-toi ce François Mitaine, il m'avait dit, tu verras, tu seras le meilleur ici. Et moi j'ai dit, mais j'étais très loin, j'étais au niveau de la butte Montmartre. Mais je m'étais dit, je ferais, au bout d'un moment, de la photographie. Je m'étais dit, comment tu deviens galeriste quand t'as pas de programme? Et on a démarré un programme de photographie après mes 6 mois de butte Montmartre. Et on a sorti des Yann Sodek, des Larry Clark, on a sorti Araki, Roger Baleine, Peter Beard, Annie Leibovitz. On a fait venir des gros mecs. Hein. Annie Leibovitz, je l'ai fait venir de New York avec Suzanne Sontag. Je lui ai fait un dîner à la maison. Attends, Suzanne. Et les gens me disaient, Annie Leibovitz, c'est une chieuse, elle est Jewish princess, elle est tellement... La fille, elle était merveilleuse, de simplicité. Elle a accepté mon invitation. Pourquoi? Elle achetait un appartement sur les quais. Parfait. Magnifique. Timing donc, parfait. Part, tu vois, elle venait, donc ça lui permettait de voir son appartement avec son architecte. Elle adorait Paris. Elle venait de faire un enfant avec Suzanne, avec une insémination. Je me rappelle, elle est venue avec un landau, pas les landaux, là, des grécos, là, je sais pas comment on appelle ça, les vrais landaux blancs, là. Je sais même pas, elle a dû voyager en première, parce qu'elle voyage qu'en première. Elle avait un landau comme ça, mais tu te dis, c'est un autre monde. Et voir travailler Annie, parce que vraiment, on était devenus très copains, et elle m'a expliqué, tu vois, la période Rolling Stone, tout ça. Putain, c'est exceptionnel. Et
C'est des rencontres, ça. Et donc, quelque part, quand tu as en face de toi des gens comme ça et qui te font confiance, mais directement, tu deviens plus Kamel Menour. Les mecs, ils viennent te dire Annie Leibovitz. Parce que c'était chez moi, elle était à la galerie. Hein. Tu sais, donc, au début, tu le fais en te disant j'y vais, t'es audacieux. Et après, quand t'es capable et t'es sérieux et que tu sers la dame, parce que je l'ai servi, j'ai donné un déjeuner à la maison avec Jean-Luc Monterosso, mais il hallucinait, le mec. C'est le directeur de la MEP. Il hallucinait. Jamais il aurait osé. Tu as utilisé le terme audacieux. Ça, c'est quelque chose qui nous saute aux yeux de tout le monde, ton audace. Alors, ouais, j'essaye en tout cas. Tu dis, le sujet, c'est certainement vrai, ou c'est la légende urbaine. Maintenant, à 16 ans, tu t'appelles Kamel, tu débarques avec une jeune fille en boîte de nuit branchée, et hop, tout d'un coup, la discrimination qui pourrait entourer ces lieux n'existe plus. Tu rentres, tu bosses pour gagner un peu d'argent chez Thomson. Ouais. Cette histoire, tu vends des télés, mais tu sais même pas comment la brancher. La ligne de mire. Et après, il y a une histoire qui se rapproche plus de l'actualité. C'est cette expo à la FIAC de Peter Beard. Tu peux m'expliquer ce culot, comment tu as fait avec lui, comment tu as proposé quelque chose à la FIAC sans l'avoir même rencontré, Quelle date tu as, 2000 ou 2001 2000 ou 2001 je crois que c'est 2000. 2000, donc c'est l'année des One Man Show. Donc j'ai un concours de circonstances extraordinaire. Donc je te disais que la FIAC était moribonde. Il y avait, je me rappelle, une couverture du magazine Beaux-Arts qui disait « La FIAC est-elle morte ?» ou un truc comme ça. C'est-à-dire que le niveau de la FIAC c'était fini, tu vois, c'était au revoir. Et donc ils avaient organisé, et ce qui était assez intéressant à l'époque, c'était Porte de Versailles. Donc il y avait un changement d'emplacement de la tente des quais à la Porte de Versailles. Donc tu vois, t'imagines, la foire aux bestiaux, c'était naze. Et ils avaient fait une édition avec les One Man Show. J'avais fait à l'époque, donc moi la galerie elle avait 1 an, une application pour proposer un artiste qui s'appelait Kriki. Donc, qui est un artiste pas mal, mais bon, sans plus. Et donc, je m'étais fait dégager. Donc, ils avaient refusé, ce qui est tout à fait normal. Moi, j'essayais, je me faisais les dents. Tu vois, j'étais quand même très... Là, je m'étais dit, il faut que j'avance et que je trouve... Et j'avais rencontré Peter Beard à une soirée. On avait sympathisé, tout ça. Et en blaguant, je lui ai dit, on devrait faire une exposition. Il exposait à New York dans une galerie qui s'appelait The Time Is Always Now. Je me rappelle. Un grand loft, assaut, sublime. Et je lui ai dit, on devrait montrer à Paris, tout ça. Il a Love Paris, machin. Et je lui ai dit, mais pourquoi on ferait pas la FIAC ? Et le mec, il me dit, what is FIAC? Il savait même pas ce qu'était la FIAC. Donc, je lui explique ce que c'est la FIAC. Il me dit, why not? Bon. J'entends le why not. J'envoie. Pour toi, c'était un oui. Mais ouais, why not? Il le fait. Donc, à l'époque, c'était Véronique Jobé-Duval, qui est la fille de la galerie Louis Carré. Et j'appelle la FIAC en me disant qu'éventuellement, et il y a ce qu'on appelle les repêchés. Je lui dis qu'éventuellement, j'ai la possibilité de faire Peter Beard. Est-ce que c'est possible de postuler? Elle me dit, ah bah écoutez, si c'est... Je lui dis, ouais, c'est voilà. Et Peter Beard, c'est qui? C'est le cinéma expérimental des années 60, Jonas Mekas, tout ça. Donc, c'est un type, tu vois, Andy Warhol, machin. Et donc, ils étudient le dossier et paf, ils me disent amen. Avec, je me rappelle, la contrainte, c'est que uniquement sur ce projet. C'est-à-dire que tu peux pas être accepté Kamel Menour si éventuellement tu emmènes un autre projet. C'est-à-dire que si le mec il te plante, t'es mort. Et voilà. Donc, bon, à charge à moi de ramener le Peter. Donc, je suis allé le voir, je me rappelle, il était à l'hôtel du Cap. Tu sais, à Aise, là, le très joli hôtel. Là, machin. À l'époque, j'avais un Ford Transit. Je suis allé avec Annika, je me rappelle toute ma vie. Je suis descendu à l'hôtel du Cap, tu sais, le sublime hôtel. Voilà. Dans mon Transit, que j'ai garé à 300 mètres, parce que tu peux pas rentrer avec ce truc-là, c'est pas possible. On marche, il transpirait, machin. Et tu vas voir Peter, avec des nanas et des machins, et du champagne et des machins. Et on fait le FIAC. Et donc, ah ouais, FIAC, super. Lui, il est content. Parce qu'il sait pas ce que ça veut dire pour toi. Machin, when is it? Octobre, machin, tu donnes la date, ça. Donc, on est en mai. Et le mec, il a passé tout l'été sur des yachts avec des copains à faire la fête, machin. Et il m'avait promis de faire les photos. Donc, il devait faire les photos. Et alors, moi, chaque fois... Évidemment. T'attends, il retourne à New York, tout ça. Et donc, en fait, bon, je la fais courte. 2 jours avant, on reçoit les photos. 2 jours avant, impossible d'encadrer. Impossible. Donc, on a punaisé. D'ailleurs, j'ai les photos, ça, je pourrais te les envoyer. Punaisé tout notre stand. Mais à l'époque, il y avait une dimension conceptuelle. C'est-à-dire que tu punaises, il y a quelque chose qui est c'était encore mieux, en fait. Donc, finalement, ça a participé à un truc. Agnès B est venue, tellement de gens. Je me rappelle, il y avait la Galerie Malboro qui avait un triptyque, Radavi aussi, un triptyque de Peter peint par Bacon. De Peter Beard. Putain, mais ça veut dire que tout de suite, tu rentres dans le machin. Ça, c'est pas toi, c'est Malboro. Mais donc, tu vois, quelque part, il y a un petit triptyque comme ça, tu vois. Sublime, tu vois, avec 3 portraits, 3 facettes de lui comme ça, avec des têtes éclatées. Magnifique.
Et donc les gens te regardent après. Parce que quand tu rentres à la FIAC, ça rigole plus là. C'est le C'est-à-dire passeport. qu'en plus, C'est le Peter passeport. Beard, donc tu rentres après, voilà. Et quand tu parles de ce culot, quand on évoque ce culot, comment il se définit ? Est-ce que tu as encore du culot aujourd'hui ? Tu as encore cette Toujours. audace ? Non, en tout cas, j'ai des désirs, j'ai des fantasmes, j'ai de l'envie, et c'est que ça. C'est plus des désirs, de l'envie. Tu vois, nous, un de mes derniers culots ou audace, peut-être, d'ailleurs, il y a eu une actualité, il a été vendu. On a montré il y a un mois de ça, ce tableau de Caravage qui a été trouvé à Toulouse, dont tu as peut-être entendu parler. Il y a eu, il y a 4 ans de ça, une famille toulousaine, en vidant son grenier, dans le cadre d'une indivision, ont retrouvé un vieux tableau qu'ils l'ont fait expertiser. 1 an de travail, c'est un Caravage, d'après l'expert turquin. Donc le tableau est interdit pas de passeport par le ministère de la Culture. À l'époque, c'était Audrey Azoulay. Et donc, ils ont essayé de le faire acheter par le Louvre. Le tableau était estimé entre 120 et 150 millions. Beaucoup d'argent. Ils n'ont pas réussi. En décembre dernier, plus de passeport. Ils ont la possibilité de le vendre. Et donc, ils devaient le vendre le 28 juin. Moi, je connais bien Turquin. Il a fait 2-3 expositions. Une à New York chez Adams, une à Londres chez Colnaghi. Et je lui ai dit, mais il faut qu'on le montre, ce truc-là. Et on l'a montré chez nous à la galerie. Donc, dans une galerie d'art contemporain, c'est pas la doxa, c'est pas le truc de montrer. Moi, j'étais très excité de montrer ce tableau. Parce que quelque part, tu fais des ponts entre 1607 et 2018. C'est ça, aujourd'hui, l'art. On a montré en diagonale d'une simèse un haut-relief de Buren avec des miroirs qui permettait en fait de voir des parcelles de ce tableau. Judith et Holoferne, sublime. Judith qui égorge Holoferne. Magnifique. Donc t'imagines, c'est ça ce que j'appelle l'audace. C'était pas à vendre, c'était uniquement, par contre, ça te positionne et t'as tous tes collègues qui se disent « Waouh, putain, le Menour encore !» C'est ça l'art. L'art, c'est quelque part ouvrir, créer des porosités, tu vois, des interactions entre différents, et ne pas répéter un schéma existant comme ça que tu fais, t'as plus envie. Moi, ce qui m'excite, c'est ça mon audace. Si j'avais été Buren, j'irais jamais chez Templon ou chez Yvon Lambert. Pourquoi ? Parce que c'est un plat réchauffé. J'irais chez Menour parce que je le ferais monter sur l'Everest. Le milieu dans lequel tu baignes aujourd'hui, tu as un milieu souvent qualifié d'élitiste. On a l'image d'un milieu fermé, très fermé. Pour quelqu'un qui s'y met sur le tard comme toi, sans avoir fait les beaux-arts, bon, tout le monde ne les a pas fait, mais en tout cas, est-ce que tu as l'impression que tu devais acquérir certains de ces codes sociaux, qu'aujourd'hui, ils sont certainement totalement en toi. Ouais. Est-ce que tu te souviens qu'il y avait des choses qui étaient à apprendre, à comprendre ? Ouais. T'en as eu beaucoup comme ça, c'est vraiment un milieu assez compliqué. Il était compliqué pour toi Oui, il y a des codes, effectivement. Au début, j'étais même un peu complexé, quelque part. Bien sûr. Tu te dis, merde, le seul moment où je me sentais très, très à l'aise, c'est les vernissages et l'après-vernissage. Parce qu'on faisait des fêtes incroyables dans mon appartement, quand on n'avait pas encore les enfants. On était toujours dans la rubrique Nuit blanche d'Éric Dahan, dans l'IB. Tu sais, tu te rappelles ouais. Donc le serpent, tout ça, moi j'étais dans tous les... Voilà. Parce que ça, c'était mon milieu. Moi, j'étais au bain-douche quand j'avais 16 ans, t'en parlais. Donc je sais ça. Mais par contre, les dîners, les machins, c'était pas mon truc. Et jusqu'à maintenant, je suis pas tellement dîner assis. Je sais les dîners placés, machin. Mais à la limite, c'est ce côté un peu comme ça, voilà. Ça fait partie, on en fait quelques-uns, mais bien entendu que tu acquiers un peu des comportements, des attitudes. Et maintenant, c'est mon naturel, mais ça s'est pas fait. Et tu parlais tout à l'heure, et en fait, quand on parlait de travail ou de plus travailler avec les autres, c'était pas forcément parce que tu t'appelais pas Jean-Charles. C'était juste parce que pour réussir, pour tout le monde, il faut travailler plus que les autres. Il y a pas beaucoup d'autres choix. Mais sur cette partie, Kamel, est-ce que toi, tu as senti le racisme comme quelque chose sur lequel tu devais transiger ? Est-ce que tu as transigé ? Tu as trouvé ça comme un frein à l'arrière, ou justement, comme tu étais le seul non Jean-Charles de ce secteur, tu as trouvé ça comme une force ou comme quelque chose qui était différent ? Les gens se souvenaient de toi parce qu'ils disaient « Waouh, c'est encore plus incroyable ». Je t'ai parlé de Lafarge, tu vois, pour qui j'ai une vraie amitié, parce que c'est un type merveilleux et que Dieu ait son âme, il est au ciel. J'ai pas ressenti de manière directe, mais peut-être que certainement les gens devaient se dire « Ah, c'est qui ? Kamel Menour ?» On comprenait pas trop. D'ailleurs, Menour, c'est même le nom de ma mère. Parce que le nom de mon père, c'est une autre... Mais c'était un parti pris de prendre... Pour assumer le côté papa, c'est quoi ? Medjoub. Et Menour, pour moi, c'était une sorte de tribute to, tu vois. Quelque part, je voulais lui rendre hommage à ma mère. Parce que ma mère, c'est elle. C'est elle qui m'a... tu vois, ma mère m'a appris tellement de trucs que j'oublie pas quand j'ai des moments difficiles. Je pense à ma mère, je me dis, mais attends,
c'est du gâteau, moi. Parce que elle a vraiment traversé des moments difficiles. Donc, quelque part, pour répondre précisément à ta question, non, j'ai pas vécu peut-être que quelque part, il y avait des gens qui... Mais après tout, j'étais tellement obstiné, obsédé, je traçais. Voilà. Tu t'en parlais tout à l'heure, ton kiff, c'est de pouvoir déjeuner dans ce boui-boui ou manger à Barbès, le lendemain être avec la haute société parisienne. T'es à l'aise partout, avec tout le monde. Ouais. Alors, ça vient d'où, ce côté caméléon social? T'arrives à le définir, c'est encore ta maman? C'est parce que la vie était dure et que t'as dû justement apprendre à être ce caméléon, à s'adapter à toute situation? Je sais pas, peut-être un peu comme toi, Alexandre. Je pense que j'ai le sentiment que tu pourrais tout à fait, toi, être avec galériste. Ouais, peut-être. Dans une autre vie, peut-être, ou tu sais jamais. Mais je crois que quelque part, tu l'as en toi, ça, d'être... je suis quelqu'un qui observe et qui essaie de comprendre et j'ai une sorte de bienveillance, de me dire que... Tu vois, de tolérance qui fait que je comprends un peu, plus ou moins. J'essaie de voir et tu vois... Tu te souviens de la première galerie que tu as visitée, le nom de la première galerie que tu as visitée où tu dis « Waouh !» Yvon Lambert. Mais Yvon Lambert, c'était temple. C'était la galerie la plus snob et cassante, la plus terrible, merveilleuse au niveau de la programmation. Mais attends, passe droit, hein, tu rentres pas. C'est-à-dire que c'était sublime parce que c'était l'avant-garde, c'était l'art, tout. Mais par contre, il fallait mériter le fait de rentrer. Le passe-droit. Ouais. Tu en parles, en tout cas, les artistes parlent de toi comme quelqu'un qu'ils adorent. Donc je voulais qu'on parle justement de certains de ces artistes-là et que tu nous racontes l'histoire du début, pourquoi ils ont accepté que tu puisses les représenter, exposer. Prenons Daniel Buren, par exemple. Donc artiste plasticien que beaucoup de gens connaissent en France, parce que il a fait les colonnes de Buren, c'est pour ça. À ton avis, qu'est-ce qui l'a séduit chez toi? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire quand tu l'as rencontré dans l'avion? Est-ce que tu peux nous... Voilà, donc tu connais l'histoire, tu souris. Ouais, rapidement. Mais toujours en parlant d'audace. Ouais. En fait, donc c'était ce moment où je passe de la petite galerie de la rue Mazarine et ensuite la rue Saint-André-les-Arts, et je sentais qu'il fallait que je change de case et que je passe un cap. Et donc, un de mes amis commissaire d'exposition me dit que Daniel Buren vient de quitter, donc c'est vrai qu'il n'a pas changé de galerie pour moi, il avait quitté une galerie comme parfois on quitte sa femme ou on quitte son mari. Et c'était une des plus grandes galeries au monde, c'était Marian Goodman, donc, qui est une galerie très importante à tout point de vue, très respectée, galerie new-yorkaise et parisienne. Et le mec me dit, est-ce qu'éventuellement tu vas le rencontrer? Alors moi, Daniel Buren, je me disais, mais oui, je vais le rencontrer. Tu vois, bon. Le mec, il organise un dîner. Buren n'avait jamais entendu parler de moi. Il ne savait même pas qui j'étais. Il n'avait même pas entendu mon nom. Il a parlé que de lui. Parce que Buren parle souvent que de lui. Buren, c'est un type qui a tellement de projets qu'il parle que de lui. Donc tu l'écoutes et tu bois ses paroles. Bon, dîner au Marco Polo, je me rappelle. Bon, à côté de la galerie. Voilà, très sympa. Mais je me suis dit, waouh, quel mec. Et ce type-là avait fait les écrits de Buren, donc ils avaient beaucoup parlé de choses que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas. Bon, je m'étais le lendemain acheté les écrits pour savoir de quoi il parlait. Et 6 mois plus tard, je retrouve à l'aéroport, moi j'allais à Gwangju, donc à la Biennale de Gwangju, pour Zineb Sedira, et lui, il faisait une exposition chez Hermès à Séoul. Et on se trouve sur le pas de l'avion. Et lui me dit, ah, tiens, vous allez où? Je vais là. Et il me dit, bah tiens. Alors lui, il voyageait. Je me rappelle, c'était un peu. J'ai trouvé le truc pour faire que ça soit sympa. Alors franchement, je me dis, putain, merde. Lui, il voyageait en business et moi, je voyageais en éco. Et donc, c'était un avion à étage. Et donc, lui, il monte à un truc et il me dit, je suis là. Et il me dit, bah, je viendrai vous prendre un café avec vous. Oups. Et là, le mec, assez rapidement, donc on déjeune et des jeunes oubliés, je ne m'en rappelle pas. Et donc, assez rapidement, il descend. Et là, en fait, je l'ai coincé 7 heures. C'est-à-dire que je m'étais dit, le Buren, là... Il sortira de l'avion, il sera avec moi. Il est mort. Et donc, on a refait le monde. Il a beaucoup parlé de ses projets, de ses bagarres, parce que c'est un type qui a été vraiment dans la confrontation avec l'État. Il m'a beaucoup parlé des 2 plateaux. D'ailleurs, c'est le titre exact des colonnes. Mais tout le monde les appelle les colonnes. Et donc, des polémiques, de l'antisémitisme, parce qu'il a vécu, il a subi ça. Et c'était merveilleux, parce que je lui racontais un petit peu ma vie, et je lui disais que dans l'hypothèse où il pouvait envisager mon offre, je lui avais dit, je me rappelle cette phrase, si j'avais été Buren, j'irais jamais
chez Templon ou chez Yvon Lambert. Pourquoi ? Parce que c'est un plat réchauffé. J'irai chez Menour parce que je le ferai monter sur l'Everest. Alors, il a retenu ce truc-là. Ouais, et il rajoute quelque chose, parce que tu le diras peut-être pas. Ouais. Il a ajouté après, quand il a signé avec toi, celui qui avait le moins d'arguments au départ a gagné. Bah ouais, parce qu'il y avait en face de moi, contre moi, j'avais Templon, Yvon Lambert, Noirmont et Perrotin. Donc Perrotin qui était un peu comme moi, mais un peu différent, mais comme moi. Et finalement, le mec, 15 jours plus tard, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit cette phrase, je me rappellerai toujours, c'est lui qui m'a appelé. Menour, vous êtes toujours intéressé par moi. Buren, vous plaisantez. Et alors là, tout de suite, il m'avait dit cette phrase, vous savez, je suis un vieux singe, on va le faire comme ça. Il n'a pas voulu qu'on puisse l'annoncer, parce qu'il avait peur. Il m'avait demandé 2 choses. Première chose, que je trouve un nouvel endroit, puisqu'on part de la petite galerie. Et deuxième chose, il voulait pas être le premier artiste. Tu vois, donc le mec très intelligent, il savait exactement ce qu'il faisait, pro, voilà. Quand tu parles d'art contemporain, il y a un certain nombre de personnes qui critiquent, ne comprenant pas forcément cet art et en jugeant les prix parfois assez exorbitants, parfois vu à la simplicité de l'œuvre. Tu as l'habitude de ça? Est-ce que tu réponds encore? Tu essayes de te faire comprendre? Tu dis juste l'art, justement, c'est tellement personnel que c'est difficile à expliquer. Mais j'entends ces arguments qui sont assez fréquents, mais quelque part, ils sont récurrents. Mais je te dirais que c'est souvent par méconnaissance. Et si tu n'as pas la clé pour pénétrer dans le territoire, tu restes et tu te dis, ouais, c'est n'importe quoi, mon fils, il fait la même chose. À force de côtoyer autant d'artistes, est-ce que toi-même, tu t'es déjà essayé à la photographie, à l'art plastique? Est-ce que tu t'aurais vu, est-ce que tu aurais eu envie, peut-être, de passer de galériste à artiste? Alors moi, ça, s'il y a une des choses où je savais que j'aurais été le plus nul des nuls, je savais, du coup, il n'y avait pas de fantasme. Je me disais, je serais le meilleur galeriste possible, mais je savais que, je sais même pas, tu sais, au début, on faisait de la photo, les gens, ils venaient me raconter des histoires de Leica 260 avec des diaphragmes. Je savais même pas changer, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe, c'est le produit final. C'est la poésie que tu tires d'une fenêtre dans laquelle tu vois tu parlais des petits garçons de Douaneau, de l'humanisme, de petits garçons de Belleville. Mais c'est ça qui m'intéresse. Je m'en fous de savoir l'argentique, le numérique. On me racontait des trucs. Il y avait des mecs qui venaient, je me rappelle, avec des colliers comme ça, un petit Leica, et ils me racontaient en ISO, je sais pas. Je ne savais pas, et je leur disais, je ne sais pas, je mentais pas, et je m'en fous. C'est de la cuisine pour moi. Les réseaux sociaux multiplient les images, les œuvres. Toi-même, tu as plus de 60 000 followers sur Instagram. Quel regard tu portes sur ce réseau d'images ? Aujourd'hui, c'est une autre forme de découvrir, d'apprécier, d'entendre les musiques. Ça participe à, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une telle accélération des choses que la galerie reste malgré tout traditionnellement nécessaire à la mostration, à la présentation d'exposition, mais tu peux teaser, raconter un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une exposition chez Kamel, elle aura la possibilité d'être vue à San Francisco, à Tombouctou, à Shanghai. Donc c'est quand même extraordinaire. Donc tu considères que ça va la rendre plus accessible, mais est-ce que ça va la banaliser? Est-ce que c'est grave que ça la banalise? Non, ça la banalise un petit peu, mais malgré tout, la magie d'être face à une œuvre, c'est irremplaçable. Parlons d'un autre sujet essentiel pour toi ces dernières années, Imagine. Oui. Donc en 2015, tu te portes au soutien de la recherche contre les maladies génétiques aux côtés de l'Institut Imagine. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement? Pourquoi tu as voulu passer une partie de ta vie, en tout cas de ton temps et utiliser ton réseau pour porter ce message-là et essayer d'aider et soutenir un petit peu. Nous, en fait, ils sont venus nous voir il y a 5 ans. Ils auraient pu y voir un autre, et quelque part, moi, dans ma vie, j'ai eu affaire à l'hôpital, et j'avais envie de rendre à l'hôpital public ce que l'hôpital m'avait donné. Donc, pour un de tes enfants. Voilà, et voilà, et c'est tellement beau de participer. Donc là, on travaille sur l'édition numéro 4. L'édition numéro 4, c'est que tu organises des galas, des événements qui s'appellent Heroes, les héros. Ouais. Donc, c'en est la 4e cette année. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que pour connaître assez bien cet environnement, vous faites des choses qui sont assez peu vues en Europe. Ça peut être un peu plus vu aux États-Unis encore. Assez moderne, même très moderne, où vous levez des sommes considérables pour justement cette organisation. Tu peux en parler un petit peu, parler des sommes. Qu'est-ce que toi, quel est ton rôle dans ces événements? J'ai un rôle qui fédère peut-être un peu, un certain nombre d'amis, de connexions, de réseaux, tu t'en parlais tout à l'heure, et qui consiste en fait à mêler
Ce gala, c'est une vente aux enchères d'œuvres qu'on donne, nous-mêmes, les artistes, les copains, et des expériences à vivre qui sont assez exceptionnelles et que les gens vont pouvoir acheter au profit de l'Institut. Donne-nous un exemple, par exemple. 3 chiffres. Première édition, 3 millions d'euros, 100% levé. Deuxième édition, 5 millions d'euros à 100% pour l'hôpital. Et la dernière édition qui a eu lieu l'année dernière, 7 millions, 2. Donc j'étais très fier. D'ailleurs, en une soirée. En une soirée. Et j'étais assez fier, tu sais, dernièrement, d'ailleurs c'est Jade, elle avait un problème de maux de tête et on a voulu faire un IRM. Et pour faire un IRM à Necker, c'est hyper long parce qu'il y a vraiment tellement d'enfants qui... Et on va au service de l'imagerie et bref. Et la dame me reconnaît, mais je n'avais pas vu qu'elle me reconnaissait. Et elle me dit, un truc, machin, mais asseyez-vous. Donc Jade passe dans le tuyau, là. Et moi, je flippais, parce que quand ta fille, tu connais le truc, tu flippes, tu dis, merde, putain, j'espère que rien. Elle me revient avec le sourire comme ça, banal, super, rien, nickel, machin. Et elle me dit un truc c'était juste avant l'édition numéro 3, qui m'a galvanisé. C'est parce que c'est dur à porter, tout ça, tu vois, garder, motiver les collectionneurs de venir, les artistes, les expériences, dire, tu y vas, mais qui dit, bah non, bon, bref. Et c'était à 2 mois de l'événement, et je me rappelle, la dame me dit un truc, tu te rappelles ? Vous savez, ce nouvel IRM, il a été acheté en partie en mutualisation avec le Imagine. Tu te dis, putain, ça fait quelque chose. Truc. C'est-à-dire que sinon, il est obligé de faire lever les patients la nuit. C'est pas pour te faire pleurer, c'est la réalité. Il levait les patients la nuit pour leur faire des IRM, parce qu'il y en a trop. Il y a un goulot d'étranglement. Et moi, c'était ma fille. Donc, je suis sorti de ce truc-là. Mais tu sais, les mecs, là, je leur ai dit, c'est simple, tu viens, et tu viens, t'es obligé d'y aller. Et tu viens. Et donc, c'est sûr. Après, je suis pas seul. Nous, on a un gars, là, qui fait un truc extraordinaire. T'as Gad Elmaleh qui présente. Didier Krentowski, mon copain qui a regardé les trucs. Plein de gens. Et tu vois, Grit Kless de chez Christie's, Pinault, Bazir, tous les gros mecs, là, ils sont tous là. Et ils sont tous là, pas pour mes yeux. Ils sont là parce que, en fait, c'est finalement quelque chose qui est pour tout le monde. Tout le monde a des enfants, des petits-enfants, ou des enfants d'amis. Donc, quelque part, on n'espère même pas avoir besoin de ce truc-là. Mais les maladies génétiques, ça existe. C'est finalement quelque chose qui est lié à tout. On termine toujours ce podcast par un quiz. 2 propositions, tu en choisis une. Tu peux expliquer ton choix ou non. Peinture ou football ? Terrible. Football, quand même. Art plastique ou photographie ? Art plastique. Palais de Tokyo ou MoMA ? MoMA. Artiste émergent ou artiste consacré ? Artiste émergent. Belleville ou le quartier latin ? Belleville. Couscous de maman ou les 4 frères ? Couscous de maman. Palazzo Grassi ou Hôtel de Navarre ? Oh putain, il est dur ton quiz. Hein. Ah oui. Navarre. Le Palace ou Rasputin ? Le Palace. Instinctif ou bosseur ? Les deux. Instinctif peut-être. Anish Kapoor ou Jeff Koons ? Anish Kapoor. Instagram ou Musée du Louvre ? Musée du Louvre. Mais pourtant c'est dur, hein, parce que je suis addict. Prends ton temps ou fais-le tout de suite ? Alors, ça, t'as bien bossé. Putain, ça, c'est les deux. Ça, c'est vraiment... C'est prends ton temps et fais-le tout de suite. Ça, c'est vraiment un truc... D'ailleurs, je me suis fait charrier sur mes 50 ans. Ils m'ont fait une sorte de petit livre, là, tu sais, où il y avait des trucs. Et Jessie m'avait mis cette phrase qui m'avait fait pratiquement pleurer. Prends ton temps, mais fais-le tout de suite. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une sorte de paradoxe, de choses où vraiment... Vas-y, fais-le. Mais prends ton temps, quand même. Merci Kamel. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à tous d'avoir écouté Contre toute attente, le podcast qui décrypte le parcours atypique de celles et ceux qui ont réussi à déjouer les statistiques. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir à l'aide des étoiles ou à la partager et à vous abonner. Merci et à la prochaine. Merci.